Chapitre 5. Le terrain du monastère était divisé en zones d'entraînement, certaines en pierre, d'autres couvertes d'herbe, d'autres encore de sable ou d'ardoises enduites de mélasse. L'abbé en personne se tenait au milieu du terrain, une ancienne forteresse de pierre grise et de remparts crénelés entièrement transformés. 4 murs et des douves entouraient l'abbaye. Les murs de grès tendre avaient été ajoutés ultérieurement. Du côté du mur ouest, à l'abri d'une verrière, il y avait une trentaine de fleurs aux teintes variées qui fleurissaient hors saison, seulement des roses. Servitar l'albinos s'agenouilla devant son arbuste et communia avec lui. Il avait lutté pendant 13 ans avec la rose avant d'arriver à la comprendre. Il y avait une empathie, il y avait de l'harmonie. Il y avait aussi une fragrance que seul discernait Servitar. Des pucerons qui couraient sur la rose se ratatinèrent et moururent sous son regard. La beauté soyeuse des boutons remplit ses sens comme un opiacé. C'était une rose blanche. Servitar s'assit, les yeux fermés, suivant par la pensée le cheminement de la nouvelle sève dans l'arbuste. Il portait sa cotte de maille intégrale en argent, son épée et son fourreau, des cuissardes en cuir avec des anneaux d'argent. À son côté, son nouveau aume, en argent lui aussi, qui arborait une rune des anciens, le chiffre 1. Ses cheveux blancs étaient tressés, ses yeux étaient verts comme les feuilles de la rose. Son visage était fin, sa peau presque translucide, ses pommettes hautes. Il avait la beauté mystique des tuberculeux. Il fit ses adieux à la fleur, calmant gentiment la légère panique qui la secouait. Elle le connaissait depuis que sa première feuille s'était dépliée. Et maintenant, il devait mourir. Un visage souriant se dessina dans son esprit, et Servitar reconnut Arbedarque à l'intuition. « Nous t'attendons » résonnait le message intérieur. « J'arrive » répondit-il. Dans le grand hall, une table avait été dressée. On avait placé un pichet d'eau et un gâteau à l'orge devant chacune des 30 places. 30 hommes en armure intégrale s'assirent à l'arrivée de Servitar. Celui-ci prit place en tête de table et salua l'abbé Vintar, qui se tenait maintenant à sa droite. La compagnie mangea en silence. Chacun à ses pensées, chacun analysant ses propres émotions au point culminant de 13 années d'entraînement. Finalement, Servitar parla, remplissant ainsi le rituel de l'ordre. « Frères, la quête touche à sa fin. Nous qui avons tant cherché, devons maintenant obtenir ce que nous cherchons. Un messager en provenance de Drosdelnock va venir ici pour nous demander de mourir. Qu'en pense le cœur des 30 ?» Tous les yeux se tournèrent vers Arbedarque et sa barbe sombre. Il relâcha son esprit, autorisant leurs émotions à le submerger, et piocha dans leurs pensées, les analysa, pour n'en forger plus qu'une, un concept unificateur sur lequel ils étaient tous d'accord. Puis il parla de sa voix grave et sonore. « Le cœur du problème est que les enfants de Draenei risquent l'extinction. Ulrich a rassemblé les tribus nadirs sous sa bannière. La première attaque contre l'Empire Draenei aura lieu à Drosdelnock. Le comte d'Elnar a reçu l'ordre de tenir jusqu'à l'automne. Abelain a besoin de temps pour rassembler et entraîner une armée. Nous approchons d'un moment crucial dans la destinée du continent. Le cœur pense que nous devrions chercher nos vérités à Drosdelnock. » Servitar se tourna vers Menahem, un jeune homme au nez de faucon, aux cheveux bruns et au visage basané. Ses cheveux étaient tressés en une seule queue de cheval, entrelacée d'un fil d'argent. « Et comment les yeux des 30 voient-ils la chose ? » « Si nous allons à Drosdelnock, la citadelle tombera, » dit Menahem. « Si nous refusons d'y aller, elle tombera quand même. Notre présence ne fera que retarder l'inévitable. Si le messager se montre digne de nous demander nos vies, alors nous irons là-bas. » Servitar se tourna ensuite vers l'abbé. « Vintar, qu'en dit l'âme des 30 ?»
Le vieil homme passa ses doigts dans ses fins cheveux gris, puis il se leva et s'inclina devant Serbitar. Il n'avait pas l'air à sa place dans son armure de bronze et d'argent. « On va nous demander de tuer des hommes d'une autre race, » dit-il d'une voix douce, presque triste. « On va nous demander de les tuer non pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce que leurs chefs veulent faire ce que les Draenei ont eux-mêmes fait il y a 6 siècles. Nous sommes entre la mer et les montagnes. La mer nous projettera contre les montagnes, où nous nous écraserons. Là, nous mourrons. Les montagnes nous maintiendront face à la mer, qui nous submergera. Là aussi, nous mourrons. Nous sommes tous ici des maîtres d'armes. Nous cherchons la mort parfaite pour contrebalancer notre vie parfaite. Il est vrai que l'agression nadir ne crée pas un précédent historique, mais leur action risque d'être la cause d'horreurs indicibles commises sur le peuple Draenei. Nous pouvons dire qu'en défendant ces gens, nous ne faisons qu'appliquer les préceptes de notre ordre, mais également que notre chute certaine n'est pas une raison en soi d'éviter le combat, car c'est le motif qui est pur, et non le résultat. C'est donc avec regret que l'âme déclare qu'il nous faut chevaucher vers Drosdelnock. « Bien, » enchaîna Serbitar, « nous sommes donc d'accord. Je me sens moi aussi très concerné par ce sujet. Nous sommes venus dans ce temple comme des parias, rejetés et craints à la fois. Nous sommes venus tous ensemble pour créer la contradiction ultime, pour que nos corps deviennent des armes vivantes, afin que nos âmes se polarisent vers le plus extrême pacifisme. Nous sommes des prêtres guerriers, tels que même nos ancêtres ne furent jamais. Il n'y aura aucune joie dans nos cœurs quand nous tuerons nos ennemis, car nous embrassons la vie. En mourant, nos âmes iront de l'avant, transcendant les entraves de ce monde. En cheminant vers la source, nous laisserons la mesquinerie, les intrigues et la haine derrière nous. La voix dit qu'il faut chevaucher. Une lune aux 3/4 pleine siégeait dans le ciel nocturne sans nuages. Les arbres qui encerclaient le feu de camp de Rec projetaient des ombres aux alentours. Un lapin malchanceux, vidé et enrobé dans de la glaise, cuisait sur les braises. Virey revint du ruisseau, le haut du corps dénudé, en s'essuyant avec l'une des chemises de rechange de Rec. « Si tu savais combien elle m'a coûté !» s'exclama-t-il, tandis qu'elle s'asseyait sur un rocher près du feu. Son corps rougeoyait comme de l'or fondu sous la danse des flammes. « Je viens de lui trouver son meilleur usage, » répondit-elle. « Dans combien de temps est-ce que ce lapin sera cuit ?»« Plus très longtemps. Tu vas attraper la mort à rester à moitié nu dans ce froid. Rien qu'à te regarder, j'ai le sang qui se glace. »« Comme c'est bizarre, » lâcha-t-elle. « Pas plus tard que ce matin, tu me disais qu'en me regardant, ton sang se mettait à bouillir. » C'était dans une cabane bien chaude avec un lit. Je ne suis pas trop pour faire l'amour dans la neige. Tiens, je t'ai fait chauffer une couverture. Quand j'étais petite, dit-elle, en prenant la couverture et en la passant autour de ses épaules. En plein hiver, on nous faisait courir 5 kilomètres à travers le comté, avec seulement une tunique et des sandales. C'était vivifiant et extrêmement froid. Puisque tu es si dur que ça, comment expliques-tu que tu sois devenue toute bleue avant qu'on ne trouve la cabane ? Demanda-t-il, avec un grand sourire qui niait toute méchanceté. L'armure, répondit-elle. Trop d'acier et pas assez de laine en dessous. Mais sans vouloir être méchante, si j'avais été devant, je ne me serais jamais ennuyée au point de m'endormir. Tu as dit encore combien de temps pour le lapin ? Je meurs de faim. Bientôt, je crois. Est-ce que tu as déjà fait cuire un lapin de cette manière auparavant ? S'enquit-elle. Pas vraiment, mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, j'ai regardé les gens le faire. Toute la fourrure part avec la glaise quand on l'enlève, c'est facile. Virey n'était pas vraiment convaincue. J'ai traqué cette bestiole rachitique pendant des heures, dit-elle, se remémorant avec plaisir comment une seule flèche, à 40 pas, avait suffi à l'abattre.
Il est pas mal cet arc. Peut-être un peu trop léger. C'est un vieil arc de cavalerie, je me trompe? On en a quelques-uns à Drosdelnock. Les plus modernes sont en acier léger. Leur portée et leur poids sont meilleurs. Je crève de faim. La patience calme l'appétit, lui dit-il. Tu n'as pas intérêt à gâcher ce lapin. En temps normal, je n'aime pas tuer ces créatures, mais si c'est pour les manger, au moins ça a un sens. Je me demande ce que penserait le lapin de ton raisonnement, répondit Rek. Ça pense un lapin? Demanda Virae. Je ne sais pas, je ne parlais pas littéralement. Alors pourquoi l'as-tu dit? Tu es un homme étrange. C'est juste une pensée abstraite. Tu n'as jamais de pensée abstraite? Tu ne te demandes jamais si une fleur c'est quand elle doit pousser, ou comment fait le saumon pour retrouver le chemin de son lieu d'éclosion? Non, dit-elle. Le lapin est prêt? Très bien, alors à quoi penses-tu quand tu n'es pas en train de chercher comment tuer quelqu'un? À manger, répondit-elle. Alors ce lapin, ça vient? À l'aide d'un bâton, Rek retira la motte de glaise des braises et la regarda grésiller dans la neige. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Demanda-t-elle. Il l'ignora et ramassa une pierre de la taille d'un poing. Il s'en servit pour frapper d'un coup sec contre la motte de glaise, qui s'ouvrit en deux, pour libérer un lapin à moitié cuit, à moitié dépecé. Ça a l'air bon, dit-elle. Et maintenant? Il toucha la viande fumante du bout de son bâton. Est-ce que tu vas avoir le courage de manger ça? Demanda Rek. Et comment? Est-ce que je peux t'emprunter ton couteau? Quel morceau tu préfères? Il doit me rester des galettes d'avoine dans mes sacoches. Je crois que je m'en contenterai. Va t'habiller. Il campait dans un creux à l'ombre d'un rocher. Ce n'était pas assez profond pour être une grotte, mais suffisamment quand même pour que les parois répercutent la chaleur dégagée par le feu et coupent la course du vent. Rek regardait la fille dévorer son lapin, tout en mâchant sa galette. Ce n'était pas une vision édifiante. Elle balança les restes de la carcasse dans les arbres. « Les blaireaux devraient adorer, dit-elle. Ce n'est pas une mauvaise façon de faire cuire un lapin. »« Content que ça t'ait plu, dit-il. Tu n'es pas vraiment ce qu'on appelle un homme des bois, pas vrai? Lui dit-elle. Je me débrouille. Tu n'as même pas été capable de vider la bestiole. Tu es devenu tout vert en voyant ses entrailles. Rek balança à son tour le reste de sa galette dans la direction de l'infortuné lapin. Les blaireaux apprécieront certainement un dessert, fit-il. Virae eut un petit rire nerveux. Tu es merveilleux, Rek. Tu ne ressembles à aucun homme que j'ai rencontré. Je ne suis pas sûr d'aimer ce qui va suivre, dit-il. Et si nous allions nous coucher? Non, écoute-moi, je suis sérieuse. Toute ma vie, j'ai rêvé de trouver l'homme idéal. Grand, bon, fort, compréhensif, aimant. Je ne pensais pas qu'il existait. La plupart des hommes que j'ai connus étaient des soldats, bourrus, droits comme des piquets, et aussi romantiques que des taureaux en chaleur. Et puis j'ai rencontré des poètes, doux comme leurs discours. Quand j'étais avec des soldats, je me languissais des poètes. Et quand j'étais avec des poètes, je me languissais des soldats. Je commençais à croire que l'homme que je cherchais ne pouvait pas exister. Est-ce que tu me comprends? Toute ta vie, tu as cherché un homme qui ne savait pas faire cuire les lapins? Bien sûr que je te comprends. Tu le penses vraiment? Demanda-t-elle tout doucement. Oui, mais explique-moi quand même. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, dit-elle en rougissant. Tu es mon héros lâche. Tu es mon amour. Je savais bien que je n'allais pas aimer la suite, déclara-t-il. Tandis qu'elle plaçait de nouvelles bûches dans le feu, il lui tendit ses mains. Viens t'asseoir à côté de moi, fit-il. Je vais te tenir chaud. On peut partager ma couverture, dit-elle en faisant le tour du feu pour se blottir dans ses bras. Elle posa sa tête contre son épaule. Ça ne te dérange pas que je t'appelle mon héros lâche? Tu peux m'appeler comme ça te chante, répliqua-t-il, du moment que tu t'engages à le faire pour toujours. Pour toujours? Le vent courba les flammes, et il frissonna. Pour toujours, ça risque de ne pas être très long pour nous, c'est ça? Nous ne disposons que du temps que tiendra Drosdelnock. Enfin bon, tu te lasseras peut-être vite de moi, et tu m'enverras paître. Jamais, s'écria-t-elle. Jamais et toujours. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ces mots auparavant. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas rencontré il y a 10 ans? Ces mots auraient voulu dire quelque chose à ce moment précis. J'en doute, je n'aurais eu que 9 ans. Je ne parlais pas littéralement. C'était une licence poétique. Mon père a écrit à Drus, dit-elle. Cette lettre et cette mission
sont les dernières choses qui le maintiennent encore en vie. Drus? Mais même s'il est toujours vivant, ce doit être un vieillard à présent, ce serait obscène. Skelln, c'était il y a 15 ans, et il était déjà vieux. Ils vont devoir le porter jusqu'à Dross. Peut-être, mais mon père attache beaucoup d'importance à cet homme. Il a vraiment été impressionné. Il pense même qu'il est invincible, immortel. Un jour, il me l'a décrit comme le plus grand guerrier de notre époque. Il m'a dit que la victoire à la passe de Skelln était celle de Drus, et que lui et les autres n'avaient servi qu'à arrondir les comptes. Il me racontait cette histoire quand j'étais petite. On s'asseyait devant un feu et on faisait griller du pain sur les flammes, et il me racontait Skelln. C'était des jours heureux. « Raconte-moi l'histoire, dit-il, la serrant contre lui. De sa main droite, il repoussa la mèche qui tombait sur son visage. Tu dois la connaître. Tout le monde connaît l'histoire de Skelln. C'est vrai, mais je n'ai jamais entendu la version de quelqu'un qui y était. Je n'ai vu que des pièces de théâtre ou entendu les sagas des poètes. Dis-moi ce que tu sais, je te donnerai les détails. Comme tu veux. Il n'y avait que quelques centaines de guerriers Draenei qui défendaient la passe de Skelln. Le gros de l'armée était stationné ailleurs. C'était Cobbern, le roi de Ventria, qui leur causait souci. On savait qu'il était en marche, mais pas où il allait attaquer. Et c'est à Skelln qu'il a frappé en premier. Ils étaient 50 fois moins nombreux, mais ils ont tenu jusqu'à ce que les renforts arrivent. Voilà, c'est tout. Pas tout à fait, déclara Virae. Gorben avait une armée en réserve de plus de 10 000 hommes, surnommés les Immortels. Ils n'avaient jamais perdu. Et pourtant, Drus les a battus. Allons, allons, répliqua Rek. Un homme seul ne peut pas vaincre une armée. C'est des histoires de poètes, tout ça. Non, écoute-moi. Mon père m'a dit que le dernier jour, quand finalement les Immortels rejoignirent le combat, la ligne de défense Draenei était sur le point de tomber. Toute sa vie, mon père a été un guerrier. Il a le sens des batailles et sait quand le courage cède à la panique. Et là, les Draenei allaient craquer. C'est alors, juste au moment où la ligne de défense cédait, que Drus a lancé un cri de guerre et a marché sur l'ennemi avec sa hache, taillant et lacérant tout sur son passage. Les Ventrianes tombaient les uns après les autres devant lui. Et soudain, ceux qui étaient le plus proches de lui s'enfuirent. La panique s'est répandue comme un feu de broussailles, et la première ligne Ventriane s'est effondrée. Drus a fait renverser la situation. Mon père m'a dit que ce jour-là, Drus lui était apparu comme un géant, presque inhumain, une sorte de dieu de la guerre. Oui, mais c'était il y a très longtemps, commenta Rek. Je ne vois pas comment un vieillard édenté pourrait nous être utile aujourd'hui. Aucun homme ne peut lutter contre son âge. Je suis d'accord, mais tu peux comprendre que la seule présence de Drus suffirait à raviver le moral des troupes. Tous les hommes rallieraient notre étendard. Rien que pour pouvoir combattre aux côtés de Drus la légende. C'est comme accéder à une forme d'immortalité. As-tu déjà rencontré le vieux ? Demanda Rek. Non. Mon père n'a jamais voulu me le dire, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Drus n'a jamais voulu venir à Drosdelnock. C'est en rapport avec ma mère. Enfin, je crois. Elle ne l'aimait pas ? Non, ce n'est pas ça. C'est à cause d'un ami de Drus. Je crois qu'il s'appelait Sieben. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été tué à Skelln. C'était le meilleur ami de Drus. C'est tout ce que je sais. Rek se douta qu'elle mentait, mais il n'insista pas. Après tout, c'était de l'histoire ancienne, comme Drus la légende. Le vieil homme froissa la lettre et la laissa tomber par terre. Ce n'était pas l'âge qui déprimait Drus. Au contraire, il appréciait la sagesse que lui apportait la soixantaine, la manière dont son savoir s'était accru et le respect qu'il avait gagné. En revanche, les ravages physiques du temps étaient une autre paire de manches. Il avait toujours des épaules puissantes, surplombant une poitrine dure et bombée comme un tonneau, mais ses muscles avaient pris un aspect élastique. Des crevasses s'entrecroisaient dans le haut de son dos. Sa taille, elle aussi, s'était épaissie au cours de l'hiver,
et il avait remarqué que sa barbe noire striée de gris était devenue une barbe grise striée de noir, du jour au lendemain. Mais les yeux perçants qui contemplaient son reflet dans le miroir d'argent ne s'étaient, eux, pas affaiblis. Leur regard avait jeté le désarroi sur plus d'une armée. Des adversaires héroïques avaient reculé devant lui. Il les avait fait rougir, il les avait humiliés. Ce regard avait enflammé l'imagination d'un peuple en quête de héros. Il était Drus la légende, Drus l'invincible, le capitaine à la hache. On racontait les légendes de sa vie partout, à tous les enfants. Et, pensa Drus, la plupart d'entre elles n'étaient effectivement que des légendes. Drus le héros, immortel, divin. Ses victoires passées auraient pu lui assurer un palais débordant de richesses, des concubines par douzaines. 15 ans plus tôt, Abalein lui-même l'avait couvert de joyaux suite à ses exploits à la passe de Skeln. Pourtant, le lendemain matin, Drus était reparti dans les montagnes de Skoda, tout en haut d'un pays désertique, à la frontière des nuages. Le vieux guerrier grisonnant était retourné jouir de la solitude dans son repère, au milieu des pins et des léopards des neiges. Sa femme, morte à 30 ans, était enterrée là. Il était décidé à mourir là, lui aussi, mais il savait que personne ne l'enterrerait. Ces 15 dernières années, Drus n'était pas resté sans rien faire. Il avait erré dans différents pays, menant de petites compagnies au combat pour le compte de principicules. Ce n'était que l'hiver dernier qu'il avait pris sa retraite, là-haut sur la montagne, pour pouvoir penser au calme et mourir. Il savait depuis longtemps qu'il mourrait au cours de sa 60e année, bien avant que ce devin ne lui apprenne il y avait quelques décennies. Il avait toujours pu s'imaginer à 60 ans, mais jamais au-delà. Chaque fois qu'il avait essayé de se représenter à 61 ans, il n'avait visualisé que les ténèbres. Ses mains noueuses s'enroulèrent autour d'un gobelet de bois, qu'il leva à ses lèvres bordées de poils gris. Le vin était fort. Il l'avait fait lui-même 5 ans auparavant. Il avait bien vieilli, mieux que lui en tout cas. Mais le vin était fini, alors que lui, il avait encore un peu de temps. La chaleur montait de manière oppressante dans sa cabane sommairement meublée. Le soleil printanier réchauffant le toit en bois. Lentement, il retira la veste en peau de mouton qu'il avait portée tout l'hiver, ainsi que le maillot de corps en crin de cheval. Son corps massif, sillonné de cicatrices, faisait son âge. Il étudia ses traces de blessures, se remémorant clairement les hommes qui les lui avaient infligés. Des hommes qui n'atteindraient jamais son âge, des hommes qui étaient morts avant leur temps sous les coups de sa hache. Puis il jeta un rapide coup d'œil au mur, près de la petite porte en bois. Elle était accrochée là, Snaga, ce qui, dans l'ancienne langue, signifiait l'expéditrice. Elle avait un manche fin en acier noir, orné de runes filiformes en argent, et une double lame si acérée qu'elle chantait en tuant. Même à cet instant, il pouvait entendre sa douce musique. « Une dernière fois, mon frère d'armes !» lui disait-elle. « Un dernier jour sanglant, avant que le soleil ne se couche. » Son esprit revint à la lettre de Delnar. Elle s'adressait non à l'homme, mais à ses souvenirs. Drus se leva de sa chaise en bois et jura quand ses articulations craquèrent. « Le soleil s'est couché, » murmura le vieux guerrier, parlant à sa hache. « À présent, seule la mort m'attend. Elle est patiente, la garce. » Il sortit de la cabane pour contempler les lointaines montagnes. Sa carrure imposante et ses cheveux poivre et sel étaient une réplique miniature du paysage montagneux qu'il avait devant lui. Fier, fort, éternel, aux sommets enneigés. Il défiait le soleil qui s'efforçait de faire disparaître la neige blanche des pics hivernaux. Drus se laissait pénétrer par leur splendeur sauvage, aspirant la brise glacée, goûtant la vie,
comme si c'était pour la dernière fois. « Où es-tu, la mort ?» cria-t-il. « Où te caches-tu par une si belle journée ?» L'écho résonna dans toute la vallée. Mort, mort, mort. Journée, journée, journée. Je suis Drusse, et je te défie ! Une ombre couvrit les yeux de Drusse. Le soleil mourut dans les cieux, et les montagnes s'estompèrent en fumée. Une douleur comprima la puissante poitrine de Drusse jusqu'à l'âme, et il faillit tomber. « Fier mortel !» siffla une voix à travers les voiles de l'agonie. « Je ne t'ai jamais cherché. Toi, tu m'as pourchassé pendant toutes ces longues années de solitude. Si tu restes sur cette montagne, je te garantis que tu vivras encore 40 ans. Tes muscles vont s'atrophier, ton cerveau va se ramollir, et tu deviendras gâteux. Tu vas devenir tout boursouflé, vieil homme, et je ne viendrai que lorsque tu me supplieras. Et si le chasseur s'offrait une dernière chasse? Prouve-moi si tu le peux, vieux guerrier. Je serai sur les murs de Drosdelnock. » La douleur quitta le cœur du vieil homme. Il tituba une dernière fois, respira un grand bol d'air des montagnes pour apaiser la brûlure dans ses poumons, et regarda autour de lui. Les oiseaux chantaient toujours dans les pins. Aucun nuage n'obscurcissait le ciel. Et les montagnes étaient là, grandes et fières, comme toujours. Drusse retourna à la cabane et se dirigea vers un grand coffre en chêne qu'il avait cadenassé au début de l'hiver. La clé se trouvait tout en bas dans la vallée. Il posa ses mains de géant sur le cadenas et commença à exercer une pression. Les muscles de ses bras se tortillèrent, ses veines se gonflèrent sur son cou et ses épaules, et le métal grogna, se déforma et cassa. Drusse jeta le cadenas sur le côté et ouvrit le coffre. À l'intérieur, il y avait un gilet en cuir noir, aux épaulettes recouvertes d'acier poli, et une calotte du même cuir que rendait moins sévère une hache en argent, encadrée par 2 crânes en argent également. En dessous, on pouvait voir 2 longs gantelets de cuir noir, aux jointures recouvertes d'argent. Il s'habilla rapidement, finissant par de grandes bottes de cuir qu'Abelain en personne lui avait offertes tant d'années auparavant. Enfin, il tendit le bras pour se saisir de Snaga, qui sembla sauter du mur directement dans sa main ouverte. « Une dernière fois, mon frère, » lui dit-il, « avant que le soleil ne se couche. »